Welcome to the Shaker Show. Et boum les gars, bienvenue au dernier épisode du Shaker Show, le seul podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du Comment c'est CrossFit. le dernier? Ouais, c'est le dernier du truc quoi. Ah, des games, ok, d'accord. Ouais, c'est le dernier de la série. Comme ça. Bon bref, c'est surtout le seul podcast qui parle de CrossFit et qui le fait en direct depuis un pick-up truck. C'est ça, ça s'appelle comme ça, un pick-up truck. Ouais, du coup, j'ai un feu rouge. C'est bien, ça commence très bien ce petit podcast. Ah bah regarde, franchement, là on passe le pont. Ok, le pont de... San Francisco, mais à côté de New York. Voilà, exactement. Ouais, parce qu'on repart de la banlieue d'Albany, on est resté 2-3 jours de plus. On a fait un drop ce matin dans une box, c'était cool. Ouais, franchement, c'était cool, à part le mec qui était un peu weird avec moi, mais sinon, ça va. Tu dis ça parce qu'il a dit que tu sentais bon. J'avoue, Ouais. pour un mec qui se lave si peu. Ouais, t'es un bazar, je me lave tout le temps. Je suis tout le temps en train de... Combien de fois je me suis lavé depuis ce matin? Je sais pas si tu te laves tout le temps. En tout cas, tu changes tout le temps de vêtements. 2 times, man. Et on est... Il est 9h. Non, il est 2h de l'après, mais j'ai déjà fait 2 douches. C'est vrai. Je vois quand j'ai de l'autre nuit, là, quand j'ai lavé tes vêtements, j'ai vu que en fait, t'as beaucoup de linge. Ouais. Tu te changes souvent. Bah ouais, hein, tu sais, on prend soin des autres. Bah, oui. En prenant soin de soi, on prend soin des autres. Voilà, exactement, c'est beau. Très bien. Par contre, là, on va faire un débrief des games pour vous expliquer un petit peu ce qu'on en a pensé, au-delà des commentaires qu'on a pu en faire, et puis vous donner un petit peu notre avis, parce que toi, la première fois que tu été au game, c'est encore avant moi, je crois. Moi, la première fois que je suis allé, c'était en 2013 à Carson City, c'est-à-dire dans la banlieue de Los Angeles, C'est Californie. Ah, donc toi, tu as vu le truc avec Luke Parker, par exemple, en lunettes de soleil, tu l'as vu en live, là, quand il tape les grands coups de marteau. Le coup de marteau, non, c'était l'année d'avant. Ok. C'était en 2012. En 2013, il y avait le Max Clean and Jerk au milieu du stade de foot. Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait encore? Je crois que c'est l'année où il y a le Cinco. C'est la finale où il y a... en fait, je crois que c'est l'année où Froning il gagne et il est habillé en rose. Par les test push-up, pistol lesté. Ouais, je crois que c'est cette année-là. Bon, ce truc-là. Et marche sur les mains, non? Ouais, il était incroyable. Il y avait des muscle-up. T'as dit muscle-up? Non. Il y avait gros deadlift à 180 kg. Et après, il y avait des lunges aussi. Et je me souviens que Josh Bridge, il avait explosé sur le one parce qu'il avait galéré sur la barre lourde. Du coup, il était vénère. Il est parti sur la deuxième partie de la finale. Il a tout démonté. Il était vraiment énervé. Moi, Josh Bridge, j'aimais bien cet athlète. Bref. J'ai lu sa dernière année aux Games en 2018. Il avait déjà le coude complètement niqué. Il y avait du clean and jerk encore. Et franchement, c'était des calls de judging vraiment durs parce que même en donnant son max, vraiment lui, il avait le coude qu'il était incapable de tendre. Et donc tu voulais vraiment être sûr qu'il allait au max avant de lui valider sa rate, mais c'était un bon gars. Et c'était vraiment un type, il avait beaucoup de recul même pendant les briefs et tout, et il était toujours détente. Et ouais, ça manque un peu ce genre de vibe. Ah, c'est clair que le mec, il était Navy Seal. Il a quand même fait les games. En 2013, il fait les games et il était en opération durant l'année, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il a préparé les games en étant entre guillemets à la guerre, quoi. C'était aussi une année où il les a pas fait. Parce qu'il s'était fait tirer dessus. Bon, donc si on revenait un petit peu sur les games de cette année, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors le lieu, j'ai beaucoup aimé parce que ça ressemblait un peu au Steady Stadium de Carson. C'est-à-dire que le public, il était très proche des gens. Le stade, il était assez visuel. Ça ressemblait vachement aux régionaux, aux semi-finals et un petit peu moins il manquait un petit peu le côté game. Mais on sait que c'est normal vu que s'ils cherchaient à revenir entre guillemets après l'année dernière ou l'année complète qui s'était pas hyper bien passée. Donc là, l'idée c'était de revenir sur quelque chose. Donc globalement, pour moi, c'était des petits games, mais des petits games hyper positifs. Ouais, je pense qu'il y a un concentré de bonnes choses. J'ai eu l'impression en fait, ce que j'ai vu là au CrossFit Games, j'ai vu la version idéale de ce que... idéal. En tout cas, j'ai vu une version idéale de ce que j'aimerais être capable de produire, par exemple au French Rodon, en termes notamment d'organisation des épreuves et de lisibilité des WOD. Voilà ce que j'ai vu. Alors, tout en comprenant que le volume d'athlètes qui passe, il n'a rien à voir. Hein. Vous avez 30 garçons, 30 filles et ensuite 20 équipes, ce qui représente en tout et pour tout 140 personnes. On est loin des volumes à 750 personnes, mais qui permettent aussi vraiment de réunir la communauté. Mais si vous regardez à nouveau chez vous cette édition, vous allez voir, je pense qu'à l'écran c'est assez flagrant, mais il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour permettre vraiment de lire le floor plan. D'ailleurs, c'est une des aires d'amélioration, à mon avis, qu'il pourrait avoir au CrossFit Games. Je pense qu'il pourrait faire des vraies animations.
c'est pour chaque entre guillemets épreuve, pour montrer en fait le déroulé et comment les gens vont progresser sur le floor, puisqu'ils le font en fait déjà en live. Des fois on a parlé pendant ces moments-là, mais quelquefois la démo team est venue avant les athlètes faire le WOD pour que le public soit capable complètement de comprendre comment est-ce qu'il allait se dérouler. Et je pense qu'il y a moyen de briefer ça différemment pour que vraiment les spectateurs, même chez eux, puissent capter de quoi il est question, quoi. Ouais, c'était vraiment bien le fait qu'il y ait la démo team parce que ça, déjà, ça permettait d'avoir tout le temps d'animation dans le stade. Nous, on a connu dans le passé des moments où les épreuves, il y avait quand même 1h30 d'attente. Donc, d'un côté, c'est bien parce que ça permet d'envoyer le maximum de gens vers les stands partenaires, mais ça manquait de quelque chose. Et là, c'était vraiment cool parce que tu avais ce côté où la démo team elle montrait le schéma du WOD et puis tu sais, il y avait une petite concurrence, ils créaient le show avec les speakers, c'était vraiment sympa. Mais c'est vrai que c'était. Je viens de voir c'est marrant les États-Unis. On est au milieu d'un champ et là tout d'un coup tu as une pancarte pour un dojo de karaté kempo. Bon, c'est trop marrant ici. Mais ouais, non, ça pour ça c'était cool. Le lieu était bien opéré. Bon, on n'a pas pu aller sur le site extérieur pour voir l'épreuve de course et de rameur parce que on l'a tout commenté depuis l'arène. Mais non, franchement, c'était bien ficelé. Il y avait une bonne ambiance. Je pense que c'est les games que j'ai vu effectivement où il y avait plus d'animation avec le public, des kiss cam, des rébus, des moments où les mecs ils balancent un petit peu des t-shirts dans la foule. Et ça c'était top. Après, on peut s'attarder sur la programmation, non pas pour en faire la critique, mais plutôt, je pense qu'on peut faire les highlights de ce qu'on a aimé. Et honnêtement, c'était plutôt solide. Et quand je dis qu'on va pas en faire la critique, on pourrait avoir notre opinion complètement dessus. Mais en fait, elle n'a pas de valeur, parce que chaque année, on réécrit une saison complète des games. Et donc, les mecs ont fait un test qui va dans une direction, ils pourront faire un test qui va dans une autre dans la foulée, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je ne donnerai pas mon avis sur la programmation. Des choses que j'ai appréciées, en tout cas, sur les workouts en tant que tels, il y avait 3 jours de compétition. Avant, il y avait toujours ce côté où il y avait une épreuve le mercredi, un jour off, vendredi, samedi, dimanche. Donc là, c'était un petit peu différent le fonctionnement et l'organisation des épreuves. Donc c'est revenu à un schéma entre guillemets plus de base, où ça rassemblait les events les uns plus ou moins enchaînés par rapport aux autres, avec en gros un event, les teams, un event, les teams, un event. En gros, c'était à peu près ça l'idée. Et du coup, sur la programmation, ils ont eu 10 events. Par le passé, il y a eu des moments où ils ont fait plus d'events, étalés un peu plus dans la semaine. Maintenant, en termes de mouvement, ils ont touché à vraiment la plupart des schémas. En termes de domaine de temps, ils ont touché à la plupart des schémas. On va avoir toujours des personnes qui vont dire oui, ils ont eu beaucoup de courses à pied. Mais la course à pied, ça reste quand même quelque chose qui est dans les fondamentaux du CrossFit. Il y en a toujours énormément dans les CrossFit Games. Quand tu le disais, Elie, mais tu as raison. C'est un truc où des fois, ça va être de manière formelle, où il y a vraiment des distances précises à faire, où il y a des fois, il y a des moments informels, où il y a juste des déplacements d'un endroit à un point B qui sont de la course finalement. Donc par exemple, là il y a eu le premier jour où il y avait du long sur la course. Le deuxième jour, il y avait le côté où c'était plutôt une distance intermédiaire, mais sur une surface différente. Et le troisième jour, c'était une sorte de shuttle sprint finalement, qui était plus important que prévu, parce que si tu mettais trop de temps sur le shuttle sprint, tu prenais trop de retard sur tes snatchs et au final, tu pouvais perdre l'event en fait. Mais vraiment de loin, quoi, parce que les athlètes étaient tellement serrés en termes de vitesse, parce que le nombre de reps c'est que seulement 6, donc c'est sûr qu'ils vont le faire sans faire de break, que ça crée un petit côté comme ça. Maintenant, il y a des events que j'ai beaucoup aimés parce qu'ils n'ont pas été que réfléchis en termes de tests de fitness, mais ils ont été également réfléchis en termes de disposition sur le floor pour voir comment mettre en place. Dans la vidéo de Castro, il explique que justement, ils n'ont pas remis des wall walks parce qu'ils ne voulaient pas voir les athlètes revenir vers le rig, mais aller plutôt vers la finish line. Ah, tu parles pour l'épreuve numéro 2 ? Ça doit être la 2, ouais, je me souviens plus c'est laquelle, mais celle où il y a des wall walks. Et ensuite, l'épreuve, moi, je te l'ai dit et redit, l'épreuve que j'ai vraiment le plus aimé, c'est celle avec les burpee box jump over. C'était incroyable à regarder, l'ambiance, elle était folle. Ça m'a rappelé des WOD qu'on avait vu dans le passé, où on voit vraiment le déplacement des athlètes, en fait. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance dans le stade, elle était incroyable. En plus, tu faisais ça 2 fois de suite, finalement. Parce que tu les voyais faire le WOD une première fois, ils récupéraient et ils repartaient sur un autre event. Et à chaque fois, ils étaient obligés d'aller à 2000. Pourquoi ? Parce que ils avaient les points qui étaient donnés étaient sur des events précis. Donc c'est-à-dire que si tu faisais 100 points sur le premier, c'est bien, et qu'après tu fais 0, presque ça annule un peu ton score.
Donc il fallait vraiment gérer au mieux ce workout. Moi, j'ai quand même aimé la variété des outils qui ont été utilisés. C'est que même sur la gym, tu vois, la barre, le peg, la corde, les parallettes. Il y a eu des choix. En fait, je pense aussi qu'on se rend pas compte, mais je pense qu'il y a eu des choix logistiques qui ont été faits pour rendre en fait l'épreuve smooth, parce que comme tu as dit, il y avait vraiment pas ou peu de temps mort là sur les 3 jours de compétition. Donc par exemple, pas étonnant qu'il n'y ait pas eu nécessairement de GHD. Tu vois, tu t'enlèves quand même une épine du pied quand tu n'as pas besoin d'aligner 10 GHD sur un floor qui sont potentiellement assez lourds, qu'il faut régler à chaque fois. Et pour autant, sur d'autres éléments, genre le yoke ou les cages à squat, là, ils sont fait un peu plaisir. Moi, j'ai aimé le côté un peu brut de décoffrage, c'est-à-dire que par le passé, on a vu des choses hyper intéressantes avec aussi des mouvements parfois un peu inattendus. Je pense par exemple à la pirouette qu'on devait faire en haut d'une rampe, tu vois, c'est pour rajouter un petit peu de la hauteur, etc. Bon, bah là, c'est sûr qu'on est revenu à des choses plus fondamentales, mais c'est un peu comme si vous analysez un peu la programmation de loin, ça avait suivi finalement dans la prog de CrossFit un peu le même chemin que ce qui s'est passé au niveau des heavy lifts. Et je m'explique, on a fait beaucoup d'haltéro, de speed ladder, etc. Et puis ensuite on s'est retrouvé à manipuler un heavy sandbag. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose sur le CrossFit que sur les dernières années. On a été chercher ici et là parfois des choses assez complexes. Une nouvelle fois ce WOD avec le pullover, la pirouette sur les mains et freestanding handstand push-up en pagaille, pour finalement ici se dire ok, bon maintenant on vous a aiguisé sur pas mal de skills, certains qui seraient encore challengeants si on vous les proposait maintenant. On va vous prendre un petit peu un revers, et plutôt que de vous proposer des skills d'une complexité incroyable, on va vous présenter des choses qui sont vraiment pour vous considérées comme basiques, mais on va les twister un peu. Donc chest to bar avec le gilet, marche sur les mains mais qui suit, donc il y a des deadlifts plutôt lourds avec une fat bar. Et puis du coup, c'est pas forcément très complexe, mais on va rajouter de la distance. Le toast to bar, un mouvement simple, même un volume, je suis désolé, 60 toast to bar, c'est pas énorme. Mais si la construction du WOD t'impose de tenter de les faire unbroken ou avec un seul break, tout d'un coup, ça devient un test vraiment d'aptitude qu'on a ramené à quelque chose de, voilà, au fond du fond, dans les choses basiques. Qu'est-ce que tu as en magasin? Et ça, je trouve que c'est un peu le parfum de cette prog. Dave Castro, il a dit ouais, on revient un peu aux fondamentaux du CrossFit. Et moi, j'espère que ça va continuer à faire ça. C'est-à-dire que c'est par moment, tu tires dans une direction. Du coup, forcément, tu vas développer des compétences. Hop, tu recentres un petit peu le débat, tu tires dans une autre direction. Et c'est aussi ça, la variance. Je pense que si tu mets côte à côte tous les WOD des Games depuis leur création, tu as sans doute des patterns qui reviennent, tu as des patterns qui évoluent, mais tu as de la variance. Et tu vois, même le WOD de la Isabelle avec les shuttle sprint, bon, déjà, c'est une très bonne itération d'Isabelle où ils ont augmenté quelque part la demande cardio-respiratoire et le poids sur la barre en mettant une espèce de course au milieu. Mais quelque part, il faut aussi un peu penser en termes de construction. Par exemple, au WOD de l'Open avec les shuttle sprint et puis les burpee pull-up, ou au WOD de Bozeman avec, je sais pas si tu te souviens, les allers-retours de course enchaînés avec des max en jerk et lourd cette fois. Et donc je trouve que ça continue à ouais, je me souviens ça. C'était à Madison sur le field là. Ah, exactement. North Park. Ça aurait été énervé. Et donc non, la programmation, pour moi, je l'ai aimé. Et je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose de très intéressant, Dave et puis le reste de l'équipe, avec la programmation des teams. Je sais pas si on devrait en parler un peu, en quoi c'est challengeant, par exemple, quand tu programmes, de programmer des WOD d'équipe. En équipe, c'est dur parce qu'en équipe, il faut que tu arrives à trouver le... Et nous, on a déjà eu des foires. On a déjà eu des ratés au French, notamment, parce que c'est dur de trouver le bon juste milieu entre faire bosser l'équipe, mais aussi faire bosser l'individu en tant que tel. C'est-à-dire que le mec, il est assez de temps de travail sur la fin du week-end et qu'il se dise putain, je suis mort de la compétition. Et tu as raison, en équipe, moi cette année, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as eu ce côté où le premier event, c'était chacun pour sa gueule, donc chacun faisait le WOD comme si c'était des individuels. Et en vrai, ils étaient pas loin d'étant des individuels pour les premiers. Ensuite, l'après-midi, ils ont eu un WOD où ils travaillaient en warm. Donc là, ils travaillaient finalement en équipe. Ensuite, ils ont eu d'autres WOD où ils devaient travailler en synchro, notamment sur le WOD avec les chest to bar,
et d'autres WOD où ils se retrouvaient à faire les exercices tout seuls. Par exemple, la finale où ils devaient monter à la corde chacun, le nombre de répétitions qui était assez conséquent, pendant que les autres travaillaient en synchro, en burpee, au jump over the worm. Et finalement, c'était ça qui était intéressant, c'est que tu avais ce côté où des fois ils travaillaient tout seuls, ou par exemple ils avaient le côté où il y avait les snatchs, ils faisaient 2-3 reps, ensuite ils partageaient les reps avec le partenaire, et beaucoup de fois où ils travaillaient en synchro sur le worm. Et c'est ça en fait, une programmation équipe. Et cette année vraiment ils ont fait de tout dans la journée. Ils ont travaillé, que ça soit en synchro, que ça soit en individuel, que ça soit en waterfall, c'est-à-dire l'un après l'autre qui part. Par exemple sur la marche en main, c'est ce qu'ils ont fait sur l'event numéro 7 je crois. Et au final ça permettait aux athlètes d'avoir touché à tout. Et l'équipe qui gagnait, c'était l'équipe qui était la plus forte finalement, entre guillemets, individuellement, mais au travers de l'équipe. Ouais, franchement, le WOD, là, tu décris avec les montées de corde et les burpees. Ouais, il est incroyable celui-là. Tu vois, il est incroyable parce qu'il a réussi à trouver un moyen d'inclure tout le monde et de faire bouger tout le monde en même temps, ce qui fait que t'as pas de temps d'attente, ce qui parfois peut être frustrant dans l'équipe. Mais en plus, je trouve que ce qui est très cool, c'est que même nous qui étions au broadcast, en vrai, ça permet d'être focus, c'est en termes d'observation, sur l'athlète qui est sur la corde. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Donc, t'es focalisé sur l'athlète qui fait l'exercice déterminant quand ils sont entre guillemets seuls. Et ensuite, tu reviens sur le travail en collaboration sur le worm. Non, ça c'est impeccable. Et puis plein de petits ajustements à nouveau aussi sur les équipes. Donc on a parlé de ça, là, le schéma de bosser un peu tout le monde ensemble, tout en progressant sur le WOD. Mais on a eu ce nouveau mouvement là. C'est quoi, comment est-ce qu'il appelait? Le over to over là? Ouais, c'est ça. C'est back over. Comment ça s'appelait? Up, back, up, over and back. Je sais pas ça, un truc comme ça. Ça doit être un truc qui ressemble à ça. En tout cas, vous prenez le worm au sol, vous le cleanez. Une fois que vous l'avez cleané, vous faites passer l'épaule. Une fois que ça s'est fait, vous le ramenez sur la première épaule et vous le posez au sol. Donc là, vous cleanez toujours du même côté. Mais si vous organisez des compètes en équipe et que vous voulez utiliser le worm, franchement, c'était bien parce que ça permet vraiment de garder le worm toujours du même côté. Et donc, du coup, les athlètes juste trouvent leur stratégie. Est-ce qu'on se met à gauche, est-ce qu'on se met à droite? Et après ça, voilà. Il n'y a pas de worm qui déborde dans le couloir d'à côté et compagnie, ce qui est moins le cas avec d'autres mouvements, comme le thruster par exemple. C'est un petit ajustement, mais franchement c'était vraiment cool. Et du coup ça donnait quand même, pas tout le temps, parce qu'Oslo a parfois bien tiré son épingle du jeu, mais quand même des sacrés finishes quoi. Ouais, notamment sur le WOD avec les lunges, là où ils font les worm lunges, là, le WOD de la finale. Le WOD de la finale, worm lunges, où ils se retrouvent à être côte à côte quasiment, c'était vraiment impressionnant. C'était beau à voir. Et tu avais aussi le côté où ils avaient les deadlifts avec la grosse barre. Donc pareil, encore une fois, c'est une synchro différente parce que tu avais le côté où en fait les poids, faut imaginer pour ceux qui n'ont pas vu cet event, que je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube, mais en gros c'est une Excel bar, mais qui est super longue pour mettre les 4 athlètes au milieu. Et les 2 athlètes qui sont aux extrémités, c'est ceux qui porteront le plus parce que c'est eux qui ont les poids les plus proches. Donc au final, ça fait des grosses barres et en fait, tu voyais que les athlètes... c'était moins de 400 kilos, donc en vrai ça te ferait moins de 100 kilos par personne, mais c'était la manière dont c'est réparti, c'est pas du tout comme ça. Et tu te rendais compte que les athlètes qui étaient à l'extérieur, en majorité les garçons, se retrouvaient en difficulté assez vite, même les plus forts. Il me semble, je suis plus sûr, mais il me semble que genre c'est Oslo, ils se retrouvent à faire une rep, ils drop, il leur en manque une rep, et genre ils ont sur cet event-là, il me semble qu'ils finissent pas premiers à cause de ça. Et ça joue à une rep d'écart, ce qui leur fait perdre au final 3 à 5 secondes, je sais plus le chiffre exact, et c'est effectivement Mayhem qui se relance dans la compétition à ce moment-là, et qui remonte à la 2e place, et qui aurait pu vraiment leur piquer la victoire. Ça c'est assez évident. Et puis donc, puis le dernier point, c'est que je trouve que ces WOD, ils sont construits un peu en miroir par rapport à la compétition individuelle, mais sans pour autant les pomper complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose, trouver la bonne ligne directrice quand on programme pour un event, entre les individus et les teams, on peut très souvent mal faire. Ouais, c'est clair. Tu peux te retrouver à faire exactement le même WOD, mais en team de 2, entre guillemets, en augmentant les répétitions. Ça te va toujours pas, Eli. Ouais, elle me va pas, mais j'ai le soleil dans la tronche. Non, mais je rigole, je t'embête. Et en gros, on a toujours ce côté où... en fait, tu peux faire le WOD individuel, mais le répartir en équipe, et du coup, te retrouver à faire une programmation individuelle, mais en équipe. Nous, on a fait beaucoup de fois cette erreur au French, vraiment beaucoup de fois. Et c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup cette année avec CrossFit Mayhem, qui eux ont la plus grosse expérience parce qu'ils sont premiers depuis plein d'années, ou deuxième.
des CrossFit Games depuis que CrossFit Miami ils sont en équipe, c'est-à-dire l'année de retrait de Froning qui doit être 2016 je pense. Finalement c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire que ils ont réussi cette année à créer des workouts où ils touchaient tous les différents domaines qu'on pourrait avoir en équipe, mais également le côté où ils n'avaient pas non plus un nombre d'events qui était énorme, ils en avaient que 8 seulement, mais également un truc où ils avaient l'opportunité d'avoir assez de travail et pas forcément faire le WOD, comme tu l'as dit, d'équipe individuelle à proprement parler. Les 21, c'est l'inverse, ils ont fait le même WOD que les individuels, mais par contre, à partir du WOD 2, ça changeait complètement. Tu vois, et je trouve que quand tu regardes le volume global, c'est souvent un reproche qui est fait aux gars qui programment pour les teams. Franchement, au game, vous n'avez pas plus de volume que ce qu'on peut amener dans d'autres types de compétitions. Par contre, les mecs, s'ils étaient rincés à la fin de la compète, c'est parce qu'ils ont mis un niveau d'intensité, difficilement imaginable, quoi. Donc c'est ça qui fait la grosse différence. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est toujours une question de vitesse et d'intensité. L'event là, je sais plus c'est lequel, c'est un event qui se finit en 8 minutes, je pense que c'est l'event 7 il me semble, où il y avait la marche sur les mains là. Ils font la marche sur les mains, après ils récupèrent la barre de deadlift, ils en font 30, après ils font les handstand push-up, les wall facing handstand push-up, c'est ça? Ouais. Après ils repartent sur les 30 deadlift et ils terminent avec la marche sur les mains. Mais franchement les mecs sont complètement cramés, alors qu'ils font pas beaucoup de répétitions et ils sont morts parce ils sont à la guerre pour avoir le maximum de points et aller chercher la victoire des CrossFit Games. Non, franchement, la compétition équipe, du coup, à regarder, et puis on l'a dit sur le live, mais je sais pas, si vous aimez vraiment le CrossFit, vous entraînez un peu, là, après la phase de l'Open, il faut essayer de tenter la qualif. Il y a des choses à faire, etc. Les Lyonnais l'ont fait par le passé, il y a d'autres qui peuvent leur emboîter le pas sans trop de problèmes. Donc, ça, c'est pour l'ambiance générale. On peut s'arrêter un petit peu sur peut-être un peu les moments que toi, tu as trouvé forts sur le temps de la compétition. Parler un petit peu de Claudia aussi au passage, parce que elle a quand même signé une jolie 14e place et pour une athlète faire 2 années de suite les CrossFit Games, à chaque fois finir dans le top 15, c'est pas anodin. Ouais, comme a dit Chuck Carswell, la légende, il a dit une fois d'être là, c'est bien, ça veut dire un peu hey, coucou, je suis là, et d'arriver à faire 2 fois d'affilée le même résultat, c'est vraiment fort. Beaucoup de gens décrivent un petit peu en disant oui, mais il n'y avait pas tous les athlètes, WSP, nanana. Les athlètes les plus forts, ils étaient là. Peut-être hormis Laura Horvat qui n'a pas fait la saison, mais parce qu'elle est focus, comme tu l'as dit une fois, sur sa boxe. Et après, les autres athlètes sont blessés. Donc, je veux dire, dans n'importe quel sport, quand un athlète est blessé, ça compte pas. Donc elle a vraiment été chercher cette 14e place et elle a fait des gros scores. Notamment l'event avec les burpee box où elle finit 3e devant bien un bon nombre d'athlètes qui ont un niveau qui est incroyable. Donc franchement, ce qu'elle a fait, c'est quand même super fort. Elle peut être fière d'elle. Elle a fait la journée du dimanche à Parinwood dans la hit, dans la première hit. Donc je veux dire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir fait ça, quoi. Donc vraiment super Claudia. On sait qu'elle était un peu déçue de son résultat, mais franchement, elle a envoyé la sauce et j'espère que vous avez pu la suivre comme vous avez voulu. De toute façon, c'est les athlètes. Je veux dire, les athlètes, tant qu'ils sont pas premiers, ils sont toujours un peu tristes. Regarde même, comment il s'appelle, Ricky Carhart. Tu vois, Elle était dégoûtée. Ouais, avec James Frag et tout, ils étaient un peu estomaqués au moment de prendre leur médaille. Je veux dire, c'est la compétition qui fait s'arrêter plus sur l'objectif. Je pense que toi que tu digères et tout, tu arrives à capter un peu la satisfaction. Mais moi, je l'ai entendu plein de fois cet argument sur le World Fitness Project. Il faut vraiment comprendre, à part que ça a beaucoup de sous, parce que il y a des investisseurs extérieurs qui mettent de l'argent dedans. Le World Fitness Project, pour l'instant, c'est un pétard mouillé. Faut quand même dire les choses comme elles sont. Et les gens, quand tu vas au CrossFit Games, tu comprends vraiment de quoi il s'agit, quoi. Et c'est une réunion communautaire, les CrossFit Games. C'est-à-dire que c'est pas tant. Bien sûr, on veut déterminer qui est le plus fit de la planète, mais ce qui crée l'engouement, ce qui fait que l'ambiance elle est folle, c'est franchement plus les gens dans les gradins, ceux qui sont investis, qui vivent le CrossFit en plus aussi en tant qu'athlète ou en tant qu'honneur par exemple, que les athlètes eux-mêmes. Et moi, quand on m'a souvent posé la question de ce que je pensais du WFP et de machin, en me disant notamment ouais mais tiens, il y en a plein qui auraient pu gagner les games qui sont dans cet orga. Ah ouais, qui ça? Exactement, je te donne-moi un nom.
Et parce que je disais, ouais, les meilleurs sont là. Et je suis désolé, hein, Patrick Vellner, il aurait sans doute pas gagné les games, il les a pas gagnés quand il était à son prime, il n'y a pas de raison qu'il les gagne maintenant. Fikowski, il est à la retraite. Saxon Ponchik, il a travaillé avec eux, mais il était même pas athlète. Saxon Ponchik, il faisait, je crois, son meilleur score, c'est top 15. Hein. Ah oui. Donc lui, ce qu'il a pour lui, c'est l'héritage de Scott et la longévité, etc. Chez les filles, effectivement, Laura Horvat, mais il n'est pas impossible qu'elle sorte aussi de blessure. Et puis effectivement, comme tu dis, elle n'aurait pas battu Tia Claire Toumi. Puis elle n'est pas investie à fond dans le WFP. Et je pense effectivement vraiment qu'elle aurait sans doute pas battu Tia, ouais, ça c'est sûr. Mais clairement, Tia, elle est quand même. Bon, elle s'entraîne, hein, il faut arrêter de prendre les gens pour des trompettes. On n'est pas des bleus. Mais je veux dire, elle est quand même arrivée moins entraînée que d'habitude. Et elle a quand même rousté la plupart des femmes. Donc oui, il y a eu une journée où elle a été un peu en difficulté, elle a mis la main sur le genou sur le handstand walk. Et c'est bien parce que ça nous montre que c'est une humaine. Exactement. Mais je veux dire, elle finit avec, je sais plus, 150, 200 points d'avance, il me semble. Et le troisième jour, elle a montré qui était la patronne. Et souvent, les gens qui gagnent, enfin souvent, la plupart des athlètes qui gagnent les games, c'est sur le dernier jour que ça se fait. Dans le sens où les jours 1, 2, 3, la plupart des athlètes peuvent le faire. Mais à partir de la dernière journée, il y a la fatigue accumulée des WOD qui fait que les athlètes sont fatigués, vraiment fatigués. Et les meilleurs, c'est ceux qui sortent leur épine du pain. Non, c'est quoi déjà ? L'épine du pain ? Je sais plus. Leur épingle du pied ? Ça doit être leur épine de la chaussure. Mais pourquoi c'est rouge là, à côté du truc là ? De quoi ? Là. Ah, parce que c'est en train de te filmer. Ah d'accord, ça a du sens. Et en tout cas, voilà, Tia Claire Toumi, c'est sûr que là, cette année, elle a montré que c'était elle la championne. Elle a gagné 8 fois. Elle a dit... Elle n'a pas dit textuellement qu'elle allait prendre sa retraite, mais c'est quand même plutôt moins en bonne voie quand même. Parce qu'elle a dit qu'elle aimerait bien faire plein d'autres sports, tester plein d'autres choses. Et montrer que son fitness, il est utile. Mais après, elle a quelque chose... Je pense qu'elle fera encore un an, moi. Ouais, moi j'aimerais bien. Peut-être même monter à 10, hein. T'imagines 10 victoires des CrossFit Games ? Ouais, ciao, hein. Après elle peut aller dormir. Hein. Mais le truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'elle a une envie de gagner. Ah ouais. Et c'est ça le truc. C'est pas juste d'arriver, dire ok, vas-y, j'aime bien m'entraîner, je suis plutôt fort, je suis premier de ma boxe, j'arrive en compète, je suis pas trop mal, etc. C'est aussi le truc de ok, moi je vais démonter tout le monde. Je veux finir premier, je veux éclater tout le monde. Et Tia Claire Toumi, elle a ça dans son regard. Et elle a ce truc-là. Elle est quand même revenue. L'année dernière, elle a gagné. Elle revenait de congé maternité. Cette année, elle s'est entraînée plus ou moins pour l'Irox, des courses, etc., etc. Et elle arrive quand même à finir premier. C'est peut-être, j'ai pas regardé les quarts de points, mais c'est peut-être une des années où c'est le plus dur pour elle pour gagner. Et au final, elle gagne quand même. C'est ça les vrais champions. C'est qu'ils gagnent quoi qu'il arrive. Ils sont malades, ils arrivent quand même à être dans les premiers. Ils sont un peu blessés, ils arrivent à gagner. Ils n'ont pas fait la meilleure préparation, pas de problème, ils gagnent quand même. Donc voilà, il faut dire ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même la championne des CrossFit Games, la meilleure. D'ailleurs, je pense que ce que tu dis sur le volume, à l'inverse, hein, c'est quand même ce qui se voit avec Claudia. C'est une journée de numéro 3 moins facile que les deux premières. Mais si tu te souviens, même Willy Georges, hein, quand il finit 9e au CrossFit Games, la dernière journée, c'est pas forcément sa plus brillante, là, sur le WOD de... Ça, il y avait la WOD sur la marche sur les mains où il avait perdu beaucoup de place. Voilà, un peu de faiblesse, un peu de fatigue accumulée. Et c'est là qu'il y a de la marge de progression voilà, chez plein d'athlètes différents. Mais ensuite, pour en revenir à Tia, ce qui est marrant pour Tia et à nouveau pour Ricky Garhart, c'est aussi ceux qui ont eu le pépin sur le pegboard, soi-disant qui glissait un peu. Ils ont dû faire un appel qui a dû être refusé. Et en fait, ça les a pas détonné de leur objectif. C'est-à-dire que voilà, on passe pas Noël là-dessus. On y va en avance. Et comme tu dis, si t'es le meilleur, au final, tu gagnes malgré les obstacles. Boum, tu passes devant. Ricky aurait peut-être pas gagné du coup. Aurait peut-être gagné. Après, on dit ça, mais Hopper, il vient quand même gagner les deux derniers events. Hein. Il gagne bien. Devant lui, je veux dire. Il gagne pas l'event en tant que tel. Mais il finit vraiment bien. Hopper, il a fait une super compète. Il n'y a rien à dire. Et honnêtement, je vais trouver une autre dimension que les autres années, notamment sur le jour 3. Je pense qu'il y a quelques moments où il a réussi à être décisif. Là, le WOD avec les overhead lunge, tu vois. Finale. Voilà, il a vraiment été smart, tu vois. Il aurait pu trébucher. Non, il est resté focalisé sur son truc. Non, de toute façon, les compètes, les tournants, hein, ça joue 2-3 moments un peu. Je redonne souvent cette référence, mais pensez à Federer.
Et derrière, il dit qu'il a gagné que 52% des coups qu'il a joués, quoi. Donc, ça veut dire qu'au final, son palmarès et tous les titres qu'il a remportés, c'est juste parce qu'il a remporté 2% de plus de coups en moyenne que ses adversaires. C'est rien du tout, quoi. C'est fou cette stat. Ouais, c'est dingue, hein. Il n'y a pas de mots, hein, lui, mais elle est quand même hallucinante. Elle est quand même hallucinante. Mais, voilà. Mais ouais, et puis pareil, hein, sur Internet, les gens qui s'aiment bien commenter, tout le monde avait son avis sur Ekigard, qui n'est pas toujours positif. Et quelqu'un m'a dit, ouais, dans le sport, il n'y a pas de rédemption. C'est sur le fait que tu puisses avoir fait une connerie et ensuite revenir. Moi, j'étais là, je dis, ah bon, vous êtes sûr? Je dis, quand même, je dis, Mike Tyson, quand même condamné pour agression sexuelle, c'est de notoriété publique que le mec boit et consomme trop de toxiques. Pourtant, tout le monde est là à aller le regarder sur YouTube. C'est en train de faire un combat contre un Jason Paul ou même faire simplement un comeback. Un comeback qui allait manger l'oreille des vendeurs Holyfield. Et voilà, tu regardes le MMA, là, je donne notre exemple de John Jones. John Jones, quand même, il s'est fait pincer plusieurs fois par l'USADA pour prise de produits interdits. Tu vois, tout le monde va quand même te dire c'est le GOAT, machin, quel combattant, quel lutteur. Donc bon, et je peux prendre invaincu le type. Invaincu. On va voir combien de temps ça dure. Bah, il a arrêté là. Non, il va sortir de sa retraite là. Ah d'accord, il t'a envoyé un message. Oui, il m'a envoyé un message sur mon compte Instagram. Et non, apparemment c'est vrai. Il a gagné le CrossFit Games. Je pense qu'à l'UFC, les gens ils aiment pas trop le CrossFit. Même regarde le commentateur principal des Games, Joe Rogan. C'est pas un mec qui aime spécialement le CrossFit. L'UFC. Oui, parce que j'ai commenté les Games, pardon. Mais non, il commente l'UFC, mais c'est pas un mec qui aime spécialement le CrossFit. Il a interrogé une fois, comment il s'appelle, Matt Fraser. Je pense qu'il a l'air de se faire tellement chier que le podcast il dure 1h30, alors qu'à avec lui ça dure 3 heures. Tu vois, donc je pense que vraiment ça l'a pas trop intéressé. Et il faudrait qu'il lui explique correctement. Mais non. Pourtant c'est tellement la même chose. Tu cherches le combattant le plus complet. Il y a beaucoup de points communs, et c'est pour ça que même l'un des judges là, des CrossFit Games, Jason McDonald, c'était un ancien combattant de l'UFC. Hein. Donc Jason, The Athlete McDonald. Et voilà, il y a quand même ce truc-là. Même l'imprévu et l'imprévisible, c'est quand même des choses qui parlent pas mal aux gens qui ont des métiers un peu guerriers, un peu mettre des armes, etc. Mais pour autant, je pense pas qu'il y ait beaucoup de combattants qui regardent les CrossFit Games. Hein. Je pense pas. Envoie un message à John. Ouais, c'est. Hey Jojo, dis-le tout. Ouais, ma petite biquette. Ouais, sinon, toi, du coup, les CrossFit Games l'année prochaine, tu les vois comment? Oh shit, c'est quoi cette question piège là? Non, c'est pas une question piège, mais genre, est-ce que tu penses qu'ils vont rester à Albany un an de plus? Je sais pas, c'est quand même les 20 ans. Tu sais, il faut faire un truc de fou. T'as pas le choix. Parce que les 30 ans, c'est dans 10 ans. Attends, laisse-moi aller au bout de l'explication. Ouais, bien sûr. Et dans 10 ans, il y aura, je veux dire, Dave Castro, il sera sûrement encore là, hein, c'est normal, mais je veux dire, il aura plus le même âge, enfin, ça sera différent. Là, ça reste quand même encore assez jeune, le CrossFit, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et les 10 ans, pour moi, c'était hier. Moi, je m'en souviens encore très bien, là, quand on était à Los Angeles et que le matin, ils ont annoncé ah bah voilà, on verra pas les premières épreuves. Donc nous, on était un peu dégoûtés parce qu'en fait, ils leur ont fait prendre l'avion et ils les ont amenés à Aromas, qui est l'endroit où il y a le ranch de Dave Castro. Et ils ont fait deux ou trois épreuves là-bas. Ah oui, ils avaient fait 3 parce qu'ils avaient fait la course. Après, ils ont fait le deadlift. Et après, ils avaient fait le petit chipper là, avec le wall ball et le run. Là. Ils avaient fait quand même 3 épreuves de bâtard. Mais du coup... c'est ça le truc, c'est ok, il faut que tu crées quelque chose, il faut que tu reviennes sur l'histoire, donc ça va pas être facile hein, à faire quelque chose. Moi, personnellement, j'aimerais vraiment qu'il retourne à Carson, vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Maintenant, le fait que ça soit en côte est, c'est hyper intéressant pour les Européens, parce que tu n'as que 6 heures de décalage horaire, du coup, ça permet notamment à vous Français de regarder les games presque avec 6 heures de décalage, c'est pas si tard que ça dans la nuit, pour les Anglais, pour les Espagnols, l'Italie. Et en fait, pour toute la communauté européenne, c'est vraiment bien. Donc, c'est ça qui serait intéressant de revenir sur la côte Est. Mais attention, il faut que ça soit un truc assez grandiose et quelque chose de grand. Cette année, ça restait quand même des petits games, pas dans la performance sportive, pas dans la programmation, dans l'infrastructure qui est mise en place.
Par exemple, à Madison, la zone d'échauffement, elle était énorme. Ils avaient une zone juste pour les briefings. Là, ils faisaient les briefings sur le floor de compète. Ça, avant, c'était pas possible. Ils faisaient sur un rig qui était exprès dédié à ça. Et à Madison, toi, quand tu as jugé, tu faisais tes briefs là-bas. Ouais. Ils avaient une zone que pour les athlètes pros et une zone que pour les masters, les teens et les équipes. Donc voilà, tout ça a fait que c'est quand même légèrement différent. Il y avait un Vendor Village qui était énorme avec des maisons de rock. Ils avaient une maison. Là, ils avaient un petit stand un plus petit que celui du French quasiment. Ils avaient Velites, un petit stand qui correspondait au French. Mais attention, les chiffres étaient intéressants parce qu'ils ont fait beaucoup de ventes. Il y avait il y avait énormément de gens qui ont acheté des produits Velites qui étaient vraiment super. Nous, on a eu l'opportunité d'avoir un suite et 3 t-shirts pour les 3 jours. Bon, à la fin, ça sentait mauvais, hein, mais non, je rigole. Mais par contre, ils étaient vraiment de bonne qualité, les affaires. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site. Moi, j'ai pas de partenariat avec eux, je vous le dis vraiment. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ok, l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ça va se passer. On sait que CrossFit c'est en vente, donc on sait pas non plus quelle place aura le sport avec le nouvel acheteur ou les nouveaux acheteurs. Donc c'est ça aussi qui va jouer sur qu'est-ce qui va se passer l'an prochain. La seule chose dont on est sûr, c'est que le 26 février au 16 mars, c'est les Open. Et si on veut faire grossir le CrossFit, si on veut que le CrossFit ça vienne un jour en Europe, éventuellement en France, il faut qu'il y ait un maximum de gens inscrits. Parce que c'est à partir de là que CrossFit il se dit, ah ouais, il y a 70 000 inscrits en Europe et il n'y en a que 30 000 aux États-Unis. Il y a peut-être quelque chose à faire en Europe et vice-versa. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ça, il faut s'inscrire, il faut parler du CrossFit à un maximum de gens autour de vous. Et voilà. Vraiment qu'on tease l'arrivée des Games en Europe. Ouais, effectivement, pour l'année prochaine, en tout cas, moi, j'y crois pas du tout. Je pense effectivement Carson, ça c'est sûr que ça serait. Je pense que c'est l'option la plus réaliste. Voilà, parce qu'elle a déjà été évoquée. Je pense que ça répond un peu aux attentes des fans aussi. Tu vois, il y avait aussi ce truc. J'ai parlé avec David, on a parlé au responsable de la communication et des réseaux sociaux, un petit peu de l'Instagram des Games. Mais il y a un mec qui a repris un poste là, depuis quelques mois. Et je sais pas, moi je peux en penser, mais je trouve notamment pendant l'Open, vraiment pas mal de trucs cool, avec un peu de couleur, un peu second degré et tout. Et je lui dis, tiens, c'est marrant ce que tu as fait avec les Games en termes de communication. Ça me fait penser à X-Men, Days of Future Past. C'est-à-dire que en même temps, c'est un peu rétro, un peu vintage. Et en même temps, il y a un côté moderne qui fait que le mélange prend vraiment bien. Et je pense que c'était véritablement leur intention et ça a bien pris. Donc je pense que dans cette veine-là, le fait de retourner à Carson City, le fait de reprendre position par exemple du Tennis Stadium, c'est un truc qui peut faire kiffer les gens ou pour la nouvelle génération, les refaire connecter avec un peu la vibration racine du CrossFit. Ensuite après, il tient qu'à nous d'avancer, quoi. Mais cette année tout particulièrement, moi j'ai vraiment ressenti la valeur du sport comme étant un moteur pour populariser l'activité auprès de tout le monde et du coup construire et renforcer complètement les communautés. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on était dans une box, il y avait 16 personnes à la classe de 10 heures, c'est une ambiance très cool, mais c'est une box, genre, et la moyenne d'âge, là, en tout cas de ce matin, elle était au-dessus de 40 ans. Okay. Ouais, t'étais dedans, hein, mec. C'est vrai, ça, putain. Voilà, pas au niveau du fitness, en tout cas. On a smash le WOD. Et donc voilà, et du coup ça c'est quand même intéressant parce que ça montre comment le sport de CrossFit, c'est vraiment un outil pour enthousiasmer les gens, les inciter à s'inscrire mais aussi à aller le voir et puis aller dans une espèce d'univers un peu parallèle, quoi. Donc voilà, je vois bien le retour des Games à Los Angeles. J'aimerais y voir une épreuve sur la plage, genre à Hermosa Beach. Ah, voilà. Ça serait magnifique. Ça c'était comme ça pour pouvoir manger des gaufres comme avant. C'était vraiment, cette épreuve, elle était incroyable. Je pense que c'est une de mes préférées de tous les games. Ouais. De tous les games. L'épreuve, il nageait dans la mer et il faisait des burpees et des kettlebell thrusters. Vous pouvez retrouver l'épreuve sur YouTube. Hein. C'est en 2014. C'est sûr, je te raconte souvent ça. J'étais côte à côte avec Vladimir Klokov. Dimitri Klokov, je suis à la ramasse. Ça lui va bien aussi, Vladimir. Oui, c'est un peu commun, mais en tout cas avec Dimitri Klokov. Et vraiment, c'était vraiment cool, quoi. Je disais, putain, il est énorme ce type. C'est à l'époque où il faisait un peu moins d'haltéro et de crossfit, il a voulu faire un peu de bodybuilding. Je sais pas si tu te rappelles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un accident ou il y a une bosse? Bum.
Bump. Bah, il a tout fait tomber, le frérot, là. Est-ce qu'on va arriver à l'heure là, pour l'aéroport? Pas du tout. Parfait. Je pense qu'on reste là. Parfait. On va prendre une baraque, on garde la voiture qu'on a qui est plutôt assez agréable à conduire. Pas mal cette caisse. Et on achète une bécane de cross qu'on met dans la benne. C'est parti, hein. Let's go USA. Voilà. C'est un buffle, lui, là. Oui. T'as pas vu Il y a des mecs balèzes. C'est costaud, lui. Le worker. Donc, d'autres endroits, c'est un peu différent. Il y a un peu plus de ventre. Pour un attendant, je pense que on peut arrêter le podcast sans doute ici, mais l'idée c'est un peu de vous donner nos impressions à nous. Peut-être qu'on peut juste finir avec notre moment phare à chacun de l'édition. Moi, j'ai déjà dit 10 fois. Je vais essayer d'en trouver un deuxième. Oui, alors. trouve-en un autre. Moi, quand même, mon moment phare, j'en ai deux. J'ai quand même l'épreuve de back squat. Ah ouais? Ah ouais, parce que je trouve que c'est simple et efficace. Il y avait un peu de suspense. Et puis, c'est l'épreuve où on a établi un nouveau benchmark. C'est-à-dire que c'est un 5,70 maintenant. Voilà le back squat le plus lourd qu'on ait eu au CrossFit Games qu'il faut tenter de battre. Ça, c'est quand même cool. Et puis aussi, parce que je pense que c'est entre autres là que Myriam Fondror, elle a envoyé un signal pour lui permettre de décrocher le prix de la meilleure rookie. Pour quelqu'un qui avait fait surtout la une de la petite actualité du monde du CrossFit à cause de son malaise au French Rodon, en vrai, c'est quand même plus cool pour elle d'être connue pour être la rookie of the year que pour Je ne être... sais plus la charge qu'elle soulève, mais c'est 160 kg, il me semble. 160 bombes, ouais. Ah ouais. Oh, le fuck. Eh oui, mon petit. C'est comme ça, c'était Makina. Et donc voilà. Donc je te laisse avec une dernière petite reco, et puis on va pouvoir s'arrêter là. Une reco ou mon meilleur moment des games? Non, c'est pareil. Une recommandation peut-être de trucs à regarder. Ah ouais, regardez les CrossFit Games sur la French, CrossFit France French YouTube. Si vous n'avez pas regardé encore. Moi, j'ai pas de reco parce que là, j'ai rien écouté, rien regardé à part les CrossFit Games, donc j'ai pas fait de choses importantes. J'aurais pu parler de ma série, c'est pas ma série, mais la série que j'ai regardée dans l'avion. C'est naze. Quelle horreur. Il a regardé 4 Size. Alors, pourquoi j'ai regardé? Je me suis pourquoi t'as regardé? Pourquoi j'ai regardé? Laisse-moi t'expliquer. Quand j'étais petit, de ma génération, moi je suis 90, toute ma classe, on était tous amoureux des filles des 4 Size. Et là, j'ai vu qu'il y avait la série. Je dis, tiens, je vais regarder, c'est rigolo. Et après, j'étais pris dans le truc, donc j'ai regardé. Donc, c'est pas une recommandation. Par contre, moi, mon moment phare des games, il y en avait plusieurs. J'ai beaucoup apprécié le moment où Tia Claire Toomey, elle est avec son enfant et t'as ce côté un peu communion avec le public, où Dave, il crée ce moment magique un peu, juste avec 2 phrases toutes bêtes, hein, en annonçant pas le podium, mais la gagnante et le gagnant aussi des CrossFit Games. Ce moment-là, le moment j'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est l'event numéro 6 et l'event 7. C'était mes 2 préférés en termes d'ambiance et en termes d'énergie. C'était incroyable, même l'énergie dans le live, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est les choses que j'ai appréciées, c'est les à côté, de revoir, toi tu as revu tous tes collègues du séminaire staff, moi j'en connais quelques-uns, de revoir certains que je connais qui sont des potes comme des Mathieu Dubroc et tout ça, de revoir Stéphane Malène des French, de revoir des juges des French, Sarah, Yamaris, Steven qui étaient les team leaders l'année dernière aux semi-finales et encore cette année, de revoir toutes ces personnes-là, en fait, moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé, les moments où on conduisait la voiture et on faisait le podcast, c'était cool aussi. Donc voilà, c'est à peu près toutes ces choses-là que j'ai bien aimé. What the fuck? Ça travaille, hein? J'ai bien l'impression, ouais. Bon les gars, sur ce... On va la route. Eh ouais, il nous reste encore 1h50 de route avant d'aller prendre l'avion. C'était le dernier épisode du Shaker Show sur le sujet des Games 2025. Attention, sujet des Games, individuel et équipe. Après, toi, tu vas refaire celui sur les masters et les teams. Je pars dans une petite dizaine de jours. Donc je retourne en France pour repartir. Et là, j'en parlerai aussi, où je couvrirai de manière différente, plus avec des behind the scenes, un peu comme Sévad Matossian, avec beaucoup moins de talent, et pour montrer un petit peu les aventures de Mélodie et surtout des autres Français qui seront sur place, que ce soit les masters ou les ados. Et j'essaierai de monter ça au fil de l'eau pour que vous puissiez suivre presque en direct. Allez, c'était le Shaker Show. Je vous dis à tout bientôt. Ciao. It's agony coupled with laughter.